si un de tes auditeurs veut prendre le truc et qu'il a envie de faire du fric, c'est mais sûr et certain, je mets ma main à couper que le mec qui fait ça, il se goinfre. Et ton pote, je savais même pas que ça existait si tu veux, mais ton pote, ce qu'il fait, c'est certain que ça cartonne. L'ultra personnalisation ne peut que cartonner. Bonjour à tous, bienvenue, premier épisode du podcast The Next Big Shit, si on le tourne, si on le publie sur cette chaîne. Je suis en compagnie du coup d'Alex, Alexandre Bonhomme. Je pense qu'on peut commencer par se présenter un peu. Mais juste le but de ce podcast, le but de cette vidéo, de cette première vidéo, ça va être en l'espace de 30 minutes top chrono, de vous partager entre 5 et 10 idées business à lancer avec l'IA. Et des idées de business totalement atypiques. Donc on va être très très loin des types de business du type vous allez sur Fiverr, vous allez devenir copywriter et puis vous faites tout ça avec l'IA ou pareil pour les designers. Bref, tout ça on oublie, c'est des trucs qui sont pas viables, c'est pas des trucs où vous allez pouvoir réellement gagner des sous, c'est pas des business qui vont être intéressants à lancer. Par contre aujourd'hui l'IA nous apporte quand même des opportunités hyper intéressantes et une des opportunités ça va être d'utiliser cette technologie là pour attaquer des industries qui sont prises pour acquis. Et ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui y pensent. Et je pense que ça va être de cette logique-là qu'on va venir proposer un certain nombre d'idées. Alex, si tu veux te présenter rapidement. Ouais, carrément. Donc, moi, Alexandre Bonhomme, j'ai monté une boîte qui s'appelle Will Labs où globalement, on aide grâce à la data les promoteurs immobiliers à trouver les meilleurs investissements à faire et à défendre les meilleurs projets en face des mairies pour obtenir des permis de construire. Je suis entrepreneur depuis plus de 5 ans maintenant et je suis aussi au capital d'autres boîtes dans divers domaines, que ce soit Web3, que ce soit des agences. Voilà, j'ai monté plusieurs trucs et donc moi, vraiment ma spécialité, c'est de monter des boîtes from scratch, c'est aussi de lever des fonds et de leur permettre d'atteindre les premiers, on va dire, les premières tailles critiques pour pouvoir survivre, prospérer et croître ensuite. Ok, super intéressant. Écoute, on commence immédiatement si tu veux. Ouais. 5 à 10 idées. Premier business que j'ai trouvé, il y a une tendance en ce moment qui est en train d'exploser, Ouais. mais dont personne ne parle. C'est la tendance de l'intelligence artificielle couplée au parfum. Donc je t'invite à regarder sur Google Trends, tu tapes High Perfume ou alors tu peux taper High Sensor Ouais. et tu vas voir qu'il y a une tendance comme ça qui augmente au fur et à mesure. Et ce qui est assez dingue, parce que c'est pas forcément la première industrie auquel on pense lorsqu'on pense à des idées de business à lancer avec l'IA, tu vois. Du coup, on se dit ok, t'as cette tendance-là qui arrive, qui est en train d'augmenter. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de creuser à l'intérieur? Et puis du coup, j'ai un peu plus creusé et je me suis rendu compte que en fait, c'était tous les mots-clés autour du parfum, autour du style, etc., qui explosaient. Donc si on tape IA style, bah, ça explose. Si on tape IA air, ça explose, etc., etc. C'est assez intéressant. Donc là, la question qu'il faut se poser, c'est ok, pourquoi est-ce que les personnes recherchent ça? Et finalement, la réponse, elle est assez simple, c'est l'IA permet une ultra personnalisation des expériences et des produits et des services, chose qui hier coûtait beaucoup beaucoup trop cher aux marques ou alors beaucoup beaucoup trop cher aux clients. Et aujourd'hui, ce que permet l'IA, bah, c'est finalement de cutter les prix des deux côtés et de rendre ça beaucoup plus accessible. Donc imagine une boîte, ok? Donc imagine un site internet où tu arrives, tu viens et tu remplis un certain nombre de questionnaires, enfin un questionnaire quoi, tout simplement avec un certain nombre de questions. Tu indiques tes préférences, tu indiques tes goûts, je sais pas, tu indiques. Enfin, je suis pas un pro des parfums, mais il doit y avoir des choses particulières pour vraiment connaître les goûts des personnes et surtout les parfums qui matchent le mieux avec toi. Et puis derrière, une fois que tu as fait tout ça, tu as l'IA derrière qui va générer ton parfum personnalisé, sous forme, on peut imaginer ça sous forme de box par abonnement d'ailleurs, où tous les mois, il t'envoie un parfum personnalisé unique, personne d'autre n'aura le même, c'est que toi, puisque c'est uniquement personnalisé avec, c'est pour toi quoi, en fonction de tes goûts propres. Et que tu reçois voilà, tous les mois. Et on peut imaginer, je sais pas, payer un parfum, ça coûte hyper cher normalement. On peut imaginer une livraison comme ça, 200, 300, 400 euros par mois ou que sais-je, de parfums comme ça personnalisés qu'on envoie. Et donc ce serait finalement le premier parfum personnalisé, unique à chacun, qui serait partagé. Et d'ailleurs, j'en profite, il y
il y a Google en ce moment qui est en train de digitaliser un maximum les odeurs. Et en Ouais. fait, ils ont. Attendez, il y avait la data, je vais essayer de la retrouver. Mais il y a une data hyper intéressante qui dit il y a Google qui a considéré qu'il y avait plus de 40 milliards de molécules qui avaient une odeur et qu'aujourd'hui il y avait seulement 100 millions d'entre elles qui avaient été identifiées et qui étaient utilisées pour la parfumerie. Et donc Ouais. on peut réellement imaginer que finalement chacun puisse avoir son parfum qui lui est propre, qui lui est unique, comme ça livré à domicile. Et ça, bah, tu peux très bien faire la même chose et en attaquant différentes niches. La même chose pour les vêtements aussi. D'ailleurs, il y a une boîte comme ça qui s'appelle Stitch aux États-Unis, Ouais. qui est valorisée des milliards et des milliards, qui font des centaines de millions de revenus de manière annuelle. Et le business model, il est très simple. Tu vas sur leur site, tu réponds à un certain nombre des questionnaires, quoi. Et en fait, après, ils te livrent tous les mois, via une box par abonnement, eh bien, des vêtements qui fit parfaitement avec tes goûts. Et je pense que eux, leur modèle ne dépendait même pas de l'IA. Alors, ils ont dû mettre sans doute l'IA, mais c'était bien avant ChatGPT. Ouais. Et donc, grosso modo, c'est comment est-ce qu'on peut avoir des stylistes à l'échelle. Bon, là, c'est la même chose. Ouais. Et voilà. Et clairement, ce genre de modèle existe, mais en fait, l'IA, c'est juste que ça va te permettre de les rendre plus précis, encore plus personnalisés et d'avoir une expérience client encore plus personnalisée. C'est-à-dire que le truc, c'est à mon avis, ce que tu l'as très bien dit, ce que l'IA permet, c'est d'avoir une ultra personnalisation. Or, sur Internet, un des trucs qu'on a perdu, enfin, jusqu'à maintenant, il y avait une opposition. Soit sur Internet, tu as du grand public et voilà, tu consommes un truc et tu es sur Amazon et tout le monde consomme en gros le même truc. Soit tu vas sur des boîtes plus luxe, plus tradies et tu as une ultra personnalisation. Alors, tu avais évidemment hein, des contre-exemples des deux côtés, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avec l'IA maintenant, tu peux avoir une ultra personnalisation quasiment à pas cher et tout le monde peut avoir une expérience différente ou une expérience personnalisée qui lui convient beaucoup mieux en intégrant des trucs d'IA. Et tu vois, s'il fallait ouvrir une idée numéro 2 que moi j'ai, c'est sur les services. Les services, c'est un truc. Quand je dis service, j'entends boîte de service au sens large du terme. Par exemple, alors tu sais, moi je viens de l'IMO, donc les agences IMO est un parfait exemple. C'est des trucs qui n'ont pas évolué depuis très longtemps. C'est-à-dire que une agence IMO aujourd'hui, certes, elle a un CRM, certes, elle peut faire de la pub en ligne, machin, mais globalement, dans la manière dont elle aborde le business, elle fonctionne comme il y a 20-30 ans. Et c'est pareil sur les agences de voyage. Attends, juste une seconde. Ouais. Je crois que quand je coupe mon son et que je le relance, ça fait moins ce bruit, parce que là, ça devient hyper fort quand je parle. Ouais, Ce non, qui là, c'est est, parfait. Là. ce qui est très bizarre. Anyway, donc je reprends. Donc je disais, les agences, elles fonctionnent comme il y a 20 ans, comme il y a 30 ans. Elles ont peu évolué. Elles ont une vitrine en ligne et tout ça, mais l'expérience réellement n'a pas changé. Là où une expérience sur Amazon a complètement changé l'expérience que tu pouvais avoir chez Carrefour ou Darty ou je ne sais quoi. Et en fait, l'IA, à mon avis, va permettre ça. L'IA pour ces métiers-là, donc moi je prends l'agence immobilière parce que je la connais, mais tu vois, l'agence de voyage, tout ce genre de business-là va, à mon avis, être transformé par l'IA, par deux choses, par l'IA et l'automatisation. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, une agence IMO, toi, tu vois l'agent immobilier qui est en face de toi, qui te parle, qui t'ouvre les portes, machin, nanana, ok, fine. Et ça, c'est pas sûr que ça change parce que les gens aiment bien avoir quelqu'un en face. Et ça, pour le coup, peut-être il y a moyen qu'ils aient raison. Les gens qui te disent ouais, mais ça changera jamais, l'IA prendra jamais le truc. Ok. Par contre, là où l'IA va aider, et ça c'est certain, c'est sûr et certain, c'est surtout le backup que les gens ne voient pas. La rédaction des papiers, la gestion de l'agence, le fait d'automatiser les relances de loyer, les demandes, les machins, les papiers, enfin ouais, tout ce qui est administratif au sens large, tout ce qui est financier au sens large. Tout ça, tout le backup de l'agence en fait, risque d'être automatisé très rapidement par l'IA. Et du coup, tu te retrouves avec, là où avant il fallait, je sais pas, 10 personnes pour faire tourner une agence, tu vas te retrouver avec 2 mecs qui ont juste du réseau et qui savent vendre, tout le reste backé par des logiciels d'IA que toi, client, tu verras même pas, tu vois. Et ça, à mon avis, c'est vraiment un truc que tu disais au début, essayons de trouver des idées que tout le monde n'a pas eu. Et tout le monde, aujourd'hui, je pense, quand ils se disent, OK, l'IA, où est-ce qu'on peut l'appliquer? Ils appliquent des trucs qui sont grand public, hyper voyants, tu vois. Genre, l'IA pour disrupter tel truc qui me saoule au quotidien. Genre, une IA va me vendre mon appartement parce que ça me saoule de passer par un agent immobilier. Bah non. Par contre,
que ton agent immobilier il existe toujours et que en backup des trucs que tu vois pas tournent sous IA et lui permettent de décupler ses performances. Et là où un agent classique faisait, je dis n'importe quoi, 150 ou 200 000 par an, bah lui, il va faire tout seul du coup 10 millions ou un truc dans ce goût-là. Bah en fait, il a disrupté le modèle, tu vois. Il a complètement disrupté le modèle. Mais parce que là où avant, il avait besoin d'un staff pour gérer 20 clients, maintenant il peut en gérer 50 tout seul. Parce que son staff, il travaille la nuit, parce que son staff, il dort pas, parce que son staff, il a pas de vacances, parce que son staff, il traite en automatisation les trucs à la seconde, tu vois. Mais du coup, c'est une sorte de CRM, l'idée que tu aurais ça? Une sorte de Ouais, CRM boosté à l'IA pour nicher sur des industries? ouais, moi je vois une sorte de personnel assistant, si tu veux. Donc ça pourrait prendre en effet la forme d'un CRM ou d'un outil métier. Mais imagine-toi tu vois, Microsoft a sorti Copilot avec ChatGPT, qui t'aide à développer, qui t'aide à coder en fait. Et ben imagine-toi la même chose, mais pour tous les métiers du service. Tu n'as plus, en tant que fondateur ou créateur de boîte de service, tu n'as plus qu'à faire le front avec ton client. Tout le reste est automatisé de A à Z par IA. Ok, ouais, très stylé. Tu vois le truc? Et en fait, donc, tu as toujours cette relation humaine qui plaît aux gens. Du coup, Madame Michu, 75 ans, elle peut toujours venir consommer chez toi. Elle n'a pas l'impression d'être sur une plateforme chelou, machin. Mais toi, tu n'as plus à faire tout le taf de backup qui est hyper chiant. Et tu vois, c'est rigolo parce que c'est vrai que le premier réflexe, c'est de dire, ok, on va automatiser le SAV, on va automatiser ce genre de choses, alors que finalement, c'est le lien humain dont ont besoin les personnes. Et donc, c'est vrai que finalement, alors, tout le monde est en train d'automatiser ça, alors que peut-être c'est la chose qu'il faudrait surtout pas automatiser pour garder une expérience client qui est super favorable. Par contre, tout le reste, tout ce que les clients n'ont pas directement accès, pouvoir essayer de les automatiser. C'est un peu comme le serveur qui. Enfin, c'est peut-être une mauvaise comparaison, mais par exemple, si on devait prendre la métaphore du restaurant, bon, bah, les serveurs vont rester humains pour dialoguer avec la clientèle ou que sais-je. Et puis derrière, par contre, c'est les chefs réellement qui vont être transformés en robots. Ou un peu comme les infirmiers dans les hôpitaux, les infirmiers qui eux, on va avoir besoin de lien humain avec les patients et les chirurgiens qui vont être boostés avec de l'IA, ça va être des robots, des bras mécaniques ou que sais-je. Ouais, en fait, mais carrément, l'IA, enfin, tu sais, moi j'ai écrit une thèse sur l'IA et un de mes grands axes de discours, c'était l'IA. Je pense pas que ça va venir mettre tout le monde au chômage. Enfin, ça a pas, d'après moi, ça a peu de sens. Par contre, l'IA, si on le fait bien, ça peut devenir le nouvel outil et donc, tu vois, un bras ben, enfin, ça peut venir dupliquer et déployer bien plus grandement la force de l'être humain, en fait, si tu veux. Et là où avant un mec gérait X, maintenant il gère 10X, 10X avec le même temps, le même impact. Il a rien changé, si ce n'est qu'il s'est baqué avec de la techno IA. Et en fait, c'est juste une réplication de ce qu'on voit, si tu veux, sur les anciennes vagues techno. Quand on est passé du papier à l'informatique, bah, chaque personne a pu faire plus, tout simplement. Et en fait, on est juste dans un nouveau paradigme comme celui-là. C'est juste que là, il est plus puissant et du coup, tu vois, il y a des fantasmes qui naissent sur le truc. Mais la réalité, c'est qu'à mon avis, il va venir décupler, pardon, décupler ce qu'on est capable de faire. Bah, toujours dans cette même idée, moi j'ai une troisième idée de business. Ouais. Si on reste sur cet esprit de décupler. Il y a un truc qui se passe en ce moment, et d'ailleurs ça se passe depuis plusieurs années, c'est les célébrités qui sont à voir par le deepfake. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui utilisent des deepfakes de célébrités pour essayer de vendre des produits sur Internet. J'ai vu d'ailleurs, je vous invite à regarder, à taper sur YouTube MrBeast Deepfake. Il y a une pub de MrBeast qui a été partagée où il essaye de vendre je sais plus quoi exactement, mais c'est totalement fake et c'était partagé sur TikTok. Donc t'imagines sur TikTok, c'est pas forcément là où les personnes sont le plus rigoureux dans ok, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, ils réagissent très souvent à l'émotion quoi. Ouais. Donc tu vois MrBeast qui essaie de vendre un truc, il y en a plein qui ont se faire avoir à tel point que MrBeast en a fait un tweet pour dire écoutez attention, ce type ils sont passés pour moi alors que c'est faux. Et t'as la même chose pour un Tom Cruise aussi qui avait fait, il y a une vidéo comme ça, Tom Cruise deepfake qui circule pas mal. Et il y a le cas, enfin, ça existe dans plein de. Enfin, tous les célébrités sont touchées par ça. Donc, il y a deux idées de business quand on part de ce constat-là. La première idée de business, c'est d'aller mettre toutes les célébrités à l'échelle. C'est-à-dire que, imagine une plateforme, ok, où les artistes, les célébrités, les showman, enfin les gens célèbres à la télé ou que sais-je, eh bien,
donnent leurs droits. Et puis derrière, les marques vont emprunter les droits. Donc ils ont les droits de faire les deepfakes de ces personnes-là. Et derrière, à chaque fois qu'ils vont utiliser leur image, eh bien, l'acteur ou la personne qui aura donné ces droits va directement récupérer de l'argent. Et donc, ça va leur permettre finalement de faire la publicité à l'échelle et donc de plus jamais avoir à se déplacer à l'autre bout du monde. Non, ils ont juste à vendre les droits. Alors forcément, ils devront accepter, ou alors c'est la plateforme ou les agents ou que sais-je, qui viendront accepter la conformité des vidéos pour éviter que ça parte dans tous les sens. Mais finalement, imagine un Mbappé, ils vendent ça, bon bah n'importe quelle marque qui met 100 000 euros sur la table pour faire une publicité peut utiliser un deepfake de Mbappé, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment venir mettre la célébrité à l'échelle. Et ça, je trouve ça très stylé pour le coup. Ah ouais, mais carrément. Ah, ça, c'est. Enfin, après, c'est sûr que là, tu vas avoir des énormes questions de droit d'image et tout ça, parce qu'il faut pas, en effet, que très vite ça parte dans des trucs où les marques font n'importe quoi avec l'image d'un mec et toi, en tant que client, t'arrives même plus à savoir est-ce que c'est vraiment le mec qui a dit ça ou pas, ou machin, mais avec un bon mécanisme de contrôle, je pense que ça peut se jouer. Et puis, ouais, par contre, là, c'est sûr que les célébrités, bah, du coup, elles ont un levier illimité pour faire des pubs. C'est-à-dire que n'importe quelle startup qui se lance, tu vois, qui peut-être pour, tu vois, 3 000 € peut avoir, bah, comme tu dis, Mbappé ou je sais pas qui. Là où avant, ça lui aurait coûté, enfin, c'était même impossible, tu vois, la moindre minute coûtait 500 000 €, donc t'oublies direct, tu vois. Et non, non, mais c'est sûr que ça ouvrirait des portes. Et ce serait vraiment, il y aurait vraiment plus que la créativité en fait qui serait la variable d'ajustement. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est bloquant, euh, tout ce qui est bloquant dans le biz euh, finirait entre guillemets par disparaître. C'est-à-dire que c'est juste ta créativité en face de celle des autres. Et puis si t'es meilleur et que t'es plus créatif et que tu utilises mieux l'image de mec que t'as, bah go quoi. Et alors moi ça me pousse vers la quatrième idée, qui est déjà un peu répandue. C'est sur celle-là, je pense qu'il y a encore il y a encore des gens qui connaissent pas, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ça a déjà été testé et ça marche hyper bien. C'est les faux influenceurs, tu sais, les influenceurs inexistants. En gros, enfin, ils n'existent pas. Les mecs créent un influenceur par IA. Et pareil, bah là, le seul truc, c'est est-ce que tu es capable de raconter une histoire cohérente avec cet influenceur où les gens s'identifient et se disent, ok, c'est hyper sympa. C'est comme bah, à une époque, on faisait des dessins animés en se disant, bah, on arrive à faire des fictions avec des personnages qu'on n'a pas, il suffit juste qu'on les dessine, tu vois, genre Walt Disney, c'est ça, c'est en gros, bah, les lions, ça parle pas, mais moi, je vais te faire le roi lion parce que c'est ce que les gens veulent voir. Bah là, tout le monde peut devenir Walt Disney en fait. Tout le monde peut se créer un influenceur, lui créer son histoire, la poster en ligne, et s'il y a des mecs qui adhèrent à ce que tu racontes, go. Et il y a même des agences marketing qui commencent à créer leurs propres influenceurs. J'avais vu comme ça un article il y a quelques jours parce qu'en fait ils en avaient marre de traiter avec des humains et ils se sont dit bah on en a marre des influenceurs, on va créer nos propres influenceurs et ça marche pas trop mal, hein. En Europe ça commence à arriver, en Asie il y en a qui cartonnent déjà vachement, hein. Et depuis plusieurs années ils ont pas attendu ChatGPT pour lancer ça, hein. Non, 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 mais de toute façon, en Asie, en Asie, ils ont toujours été friands de ce truc-là. Je sais pas si tu te souviens. Alors, je te parle d'un truc qui est vraiment très très vieux, mais un des premiers cas comme celui-là, c'était quand ils avaient créé le film Final Fantasy. Je peux pas te dire la date, mais je pense que c'est fin des années 90, début des années 2000. Je pense, mais à checker. Ils avaient créé Final Fantasy, le film. Et Final Fantasy, le film, ils avaient créé une actrice qui était 100% en effets spéciaux à l'époque, donc enfin, en gros créée en CGI, si tu veux. Et le but, c'était que de la réutiliser dans d'autres films et d'en faire la première actrice digitalisée, enfin entièrement non existante. Et c'est une expérimentation. Alors ça n'a pas marché parce que le film a fait un flop. Enfin, le film a très très mal marché comparé à ce qu'ils s'attendaient à ce que ça fasse. Donc ils n'ont pas réutilisé le personnage. Mais c'était le but initial. Et ce but initial, ça devait être ouais, réparti dans l'industrie du cinéma et tout ça. Et donc tu vois, les premiers tests de ce truc-là datent pas de ChatGPT ou de Midjourney et de l'an dernier, hein. Ces trucs-là datent enfin, je pense que le film a au moins 20 ans. À checker, mais je pense que le film a au moins 20 ans. Et donc on va dire que l'idée date d'il y a 20-25 ans, quoi. C'est incroyable ça parce que cette même idée, elle est revenue aussi pendant l'époque du Web3, NFT et compagnie, avec des personnes qui ont voulu essayer justement de créer des personnages,
de poser des NFT sur ces personnages-là et de dire, ok, maintenant, ces NFT, ils vont avoir une vie à l'extérieur du film, à l'extérieur du jeu vidéo, on va les faire animer, après, ils vont pouvoir participer à d'autres films, etc., etc. Il y a pas mal de dessins animés, je pense à une bonne connaissance qui avait lancé Save Max. Ils avaient réussi à lever plusieurs centaines de milliers d'euros quand même. Alors je sais pas du tout où est-ce qu'ils en sont pour le coup. Mais le trailer était hyper intéressant. Justement, le but c'était de faire vivre les personnages dans le dessin animé, à l'extérieur du dessin animé, et puis pour derrière pouvoir les revendre leurs droits pour toutes les personnes qui vont vouloir l'utiliser pour d'autres dessins animés derrière. Ouais. Mais ça, c'est hyper important. Je pense qu'il va y avoir un gain énorme d'intérêt. Tu vois, tu as eu. Enfin, en gros, la valeur se déplace, tu vois, dans ce que tu cherches dans une boîte. Et depuis 15 ans, la valeur, elle était nichée dans la tech que les mecs développent. Google est hyper valorisé parce qu'ils ont une tech qui est quasiment irréplicable. Enfin, on va dire un effet de masse aussi parce qu'ils sont quasi monopolistiques et tout ça. Et voilà. Et petit à petit, la valeur de la tech s'érode un peu au profit de la valeur de l'IP, donc de la propriété intellectuelle. C'est notamment ce qu'essaient de jouer des marques en ce moment comme Disney ou Nintendo, si tu veux, où ils essayent de dire, bah nous, on a les droits je te prends Nintendo, mais de Mario, de Zelda, de Pokémon et de plein d'autres trucs. Et ça, c'est ce qui aura vraiment de la valeur demain, parce que petit à petit, tout le monde va pouvoir répliquer les techs, en tout cas les techs numériques. Je te parle pas de trucs deep tech, genre du nucléaire ou ce genre de trucs, mais les gens vont pouvoir le répliquer. À un moment, la barrière à l'entrée, elle va diminuer, notamment grâce à l'IA. Avec de l'IA publique, bah, tu peux faire de plus en plus de trucs. Enfin, bref, ça va diminuer. Et donc, la dernière barrière qui est inattaquable parce qu'elle est juridiquement défendue, c'est l'IP. Et cette IP, c'est ce qu'a essayé de faire Disney. Alors là, Disney, ils sont en train de se faire un peu défoncer en bourse et tout ça, mais c'est ce qu'a essayé de faire Disney en achetant Marvel, en achetant Star Wars, en plus des Disney habituels. C'est ce qu'essaye de faire Nintendo avec ses licences hyper connues, les Mario, les Zelda et autres, tout ça. Et eux, ils sont convaincus, et il y a plein de mecs qui sont des investisseurs en bourse qui sont convaincus que le prochain play, c'est d'acheter des actions de boîtes à IP, et que c'est ces actions qui, sur les 5-10 ans, vont surperformer. Bon, actuellement, c'est pas le cas, elles ont même tendance un peu à sous-performer. Mais tu vois, quand tu démarres un truc, tu sais jamais. Quand tu démarres une stratégie, tu sais jamais. Ça se trouve, pendant 2-3 ans, ça va stagner, voire descendre. Et puis après, il y a un moment où tout le monde va s'exciter. Il va y avoir un bull run sur ces trucs-là. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Je précise. Ok, super intéressant. Je pense aussi, ouais. Surtout avec l'avènement du Web3, mine de rien. Avec le fait qu'on va pouvoir avoir une identité virtuelle. Bah carrément. Surtout si tu peux monétiser l'IP encore plus facilement. Tu vois, parce que là, bon, les NFT ont pris un peu une branlée, mais quelque part, le NFT, c'est d'essayer de monétiser de l'IP. Ce qui s'est passé dans le truc précédent, c'est que beaucoup de l'IP, c'était de l'IP créé pour faire des NFT et pour en profiter. Mais si demain, les marques qui ont vraiment de l'IP solide arrivent à trouver un moyen de continuer à intéresser les gens et à avoir des systèmes type NFT, mais pertinents, alors je pense qu'il y a un play à aller jouer sur l'IP. Et si quelqu'un n'a pas envie d'être exposé au NFT, tu vois, bah, tu achètes juste des actions. Encore une fois, tu achètes juste des actions Disney, Nintendo, et puis je connais pas les autres, mais tu vois, d'autres trucs comme ça. Je suis sûr qu'en Warner Bros, je suis sûr qu'en faisant quelques recherches, tu trouves des trucs qui sont assez intéressants. Après, c'est dur de construire de l'IP. C'est hyper compliqué de construire des licences à succès, tu vois. Tu peux pas. Enfin, c'est difficile. Tu vois, dans l'idée numéro 5, c'est difficile de dire bah, les mecs construisaient une licence à succès. Bah ouais, si tu savais, enfin tu vois, indépendamment de l'IA et indépendamment de la vague économique qui arrive, si tu arrives à créer le prochain, je sais pas, Marvel ou Dragon Ball ou j'en sais rien trop quoi, évidemment ça a de la valeur. Évidemment, c'est un truc qui est hyper demandé. Ouais. Ça, c'est rigolo parce que c'est un peu c'est un peu les idées que ChatGPT nous sort lorsqu'on lui pose la question de je sais pas si t'as vu, il y a un adolescent, enfin un adolescent, un type de 20 ans, même pas, qui a créé un agent IA qui est allé scraper tout le web, enfin, d'après son storytelling, et qui allait scraper toutes les questions que les personnes se posent, et après qu'il allait les trier par volume
Et après, par pertinence de, ok, combien est-ce que la chose peut me rapporter d'argent, combien est-ce que la chose peut être réalisable, etc. etc. Donc, sur le papier, c'est stylé. Tu te dis, waouh, mais c'est ouf, t'as des idées à l'infini, tu peux tout faire, blablabla. Mais en fait, dans la réalité, bon, bah, quand on a un peu fouillé la chose, il y avait des choses du type, voilà, créer une énergie renouvelable. Tu vois, enfin, je veux dire, il y avait des. C'est Il y vraiment avait obvious, des quoi. idées, mais je veux dire, voilà, c'est des idées où tu te dis, bon, bah, fine, quoi, cool, merci, tu vois. Mais, Ouais. mais c'est rigolo, voilà, c'est des idées, mais sans. Enfin, t'es tellement vague, t'es tellement peu, c'est pas assez spécifique. C'est pour ça, ouais, mais c'est pour ça que là, tu vois, moi, pour l'idée précédente, là, l'idée n'est pas de jouer sur créer un IP, parce que créer un IP, tu as trop peu de chances d'y arriver. Mais c'est plutôt de parier sur des sociétés et de trouver des moyens de vendre des trucs à aux sociétés d'IP, qui, à mon avis, enfin, à mon avis, en tout cas, Ouais. demain pourront avoir une position dominante. Ou encore une fois, si tu te sens très très chaud, vas-y, crée un IP, mais ça demande d'être créatif, ça demande plein de choses et ça demande plein de trucs trop incontrôlables. Mais je suis d'accord Bah, avec d'ailleurs, toi. ça pourrait être intéressant, bah, justement, si on revient sur cette idée-là, de dire, ok, si on revient aussi sur l'idée de la marketplace, d'aller prendre justement les IP des personnes, mais pas seulement des individus, mais aussi des personnages de films, des personnages de dessins animés, des personnages de BD ou que sais-je. Parce que demain, si moi, je sais pas, je suis la Fnac et je veux faire une publicité où je mets Winnie l'ourson à l'intérieur, comme personnage de la pub, peut-être que ça peut toucher mon public cible et derrière peut-être que ma publicité va bien marcher, quoi. Or pour ça il faut que je puisse avoir les droits faut que je puisse avoir les droits je sais pas, ça doit être Disney qui est derrière, de Disney pour le faire. Et donc là ça peut être hyper intéressant parce que ça permet aux marques qui ont des IP d'avoir des nouveaux moyens de monétisation et aux marques enfin à toutes les entreprises d'avoir des moyens de connecter beaucoup plus facilement avec leur clientèle aussi. Ouais, carrément. Carrément. Je crois qu'on arrive aux 30 minutes. On en est qu'à 5. Tu fais qu'on arrive à 10. Ouais, bah écoute, on peut enchaîner si tu veux. Moi, j'ai une idée, ça va être assez rapide, mais c'est une idée que j'ai eue tout à l'heure. En fait, il y a une notion, il y a un truc assez intéressant pour moi, c'est tu vas sur toutes les plateformes type Upwork, Fiverr ou compagnie, Ouais. et tu vois généralement que le top 10 de chaque catégorie, c'est le même. Ils ont des centaines, voire des milliers de missions, ils ont des milliers d'avis, etc., etc. Et c'est des types qui font pas mal d'argent. Et en fait, au bout d'un moment, ces types, ce qu'ils ont finalement, c'est un positionnement. Ils sont positionnés, c'est comme s'ils avaient un bien immobilier, ils ont un positionnement et c'est trop cool puisque du coup ça leur permet d'avoir un trafic qui est dingue et d'avoir plein de personnes qui leur achètent leurs services, leurs produits et compagnie. Donc imagine une boîte qui vient, qui lève des fonds et après qui va sur toutes ces plus grosses plateformes, ok, et qui décide de racheter le top 10 des profils de chaque catégorie. Ok. Ok. Derrière, on met de l'IA, puisque la majorité des actions et des services qui sont proposés par ces profils-là, c'est des trucs qui sont facilement automatisables pour le coup, sur Ouais. Fiverr ou compagnie. Derrière, tu mets de l'IA, tu mets des exécutants et tu profites du trafic qu'ils ont pour faire 10 fois plus rapidement et 10 fois plus de clients ce qu'ils faisaient avant. Et donc, ouais, tu as vraiment cette notion où tu te dis, ok, voilà, forcément, il va falloir calculer les risques, blablabla, tu vas calculer les risques ouais, mais s'il y a un changement d'algorithme, comment on fait, et compagnie, etc. Mais en fait, tu achètes du trafic qui est déjà existant en masse, une crédibilité qui est en masse, tu achètes un positionnement, quoi, encore une fois, comme si tu louais une place, et tu viens exécuter de manière automatisée leur tâche derrière. Et ça, tu fais ça tu achètes les 10 top profils je sais pas, des 10 meilleures catégories sur ce type de plateforme. Des business à plusieurs millions de recurring qui peuvent tourner tous les mois comme ça. Je vois, ouais, carrément. Bah là, ouais, là, t'es vraiment sur le côté, ouais, sur le côté, t'achètes. Enfin, tu fais bon, on en a parlé souvent, mais tu fais une holding compagnie de trucs et tu t'optimises juste. Ton job, c'est pas de starter un truc, c'est de l'optimiser, quoi. Tu prends des trucs Exact, qui ouais. tournent plus ou moins et tu l'optimises à balle. Ouais, ouais, carrément. Alors attends, et donc moi j'en ai une autre. Alors moi j'en ai une qui est un peu contre-intuitive. Je sais plus si on en est à 8 là ou un truc comme ça, mais plus ou moins. Ouais, c'est pas grave. On Anyway, fera le compte après. on fera le compte après. J'en ai une qui est un peu contre-intuitive. C'est de dire, bon, ok, t'as l'IA qui arrive, t'as la techno qui est arrivée, machin, nanana, on est tous d'accord, et nous, tu vois, on discute entre nous, entre des gars qui se posons ces questions toute la journée. Mais t'as un énorme panel, je pense plus grand encore, de la population,
qui en fait s'en fout, tu vois, qui se pose pas trop de questions sur la techno, c'est pas leur sujet, voilà, eux ils s'en foutent, ils ont un boulot tradi et tout ça. Sauf que les boulots sont en train de se faire grignoter petit à petit par l'IA, et que même si ton boulot à toi, tu vois, est pas pris par l'IA, il y a quand même un sujet de la technologisation, la numérisation et ainsi de suite arrive de plus en plus dans les entreprises et dans la vie de tous les jours. Et donc, il y a une idée de business qui est, à mon avis, tout con et facile à monter. Si t'es, genre, je dis n'importe quoi, tu vois, t'es un jeune de 20-25 ans, tu sais pas trop par où commencer, tu as envie de pouvoir faire de l'argent assez rapidement et un truc qui prend pas trop de risques parce que t'as pas d'investissement délirant à mettre au pot. À mon avis, le premier truc et la première étape, ça peut être de monter une sorte de cabinet d'accompagnement à la fracture numérique, tu vois. En gros, tu accompagnes soit des personnes âgées, tu vois, soit des personnes qui ont un vrai retard sur la compréhension des outils numériques et de l'IA, et tu les accompagnes à ne pas perdre pied, en fait. Et tu factures ça, tu vois, je suis sûr même, enfin, je suis sûr, je mets ma main à couper, que tu peux même monétiser ça, tu vois, quasi directement avec l'État ou avec des subventions, ce genre de trucs, pour aider les gens à ne pas perdre pied dans l'IA, à les former, à les aider à prendre en main toutes ces technos, que ce soit des gens qui travaillent ou pas, hein, peu importe, mais l'idée c'est qu'ils ne perdent pas le lien et la connexion avec l'avancée enfin, avec l'avancée des technos. Et je suis à peu près sûr que si tu es un peu malin et débrouillard, très très rapidement, tu peux réussir à te faire un revenu en accompagnant des gens, tu vois, qui sont paumés, qui ont envie de continuer à utiliser tel truc pour pas être coupés de leurs petits-enfants ou de leurs enfants ou de leurs collègues au taf ou ce genre de trucs, et qui pourtant sont perdus et sont prêts à payer 100, 200 balles de l'heure, tu vois, 3 fois enfin, ou une fois tous les mois, tu vois, 100 balles par mois ou 200 balles par mois pour se mettre à jour. Et si tu tapes des gens, tu vois, potentiellement qui sont à la retraite ou jeunes retraités, c'est des gens qui ont un pouvoir d'achat qui peut être assez important. Et pour autant, c'est pas pour autant qu'ils ont ces connaissances-là, tu vois. Et donc, c'est une micro-idée, tu vois. C'est pas ça, tu vas pas faire un business, à moins que tu commences à prendre des freelances de ça et tu automatises le truc et tout ça. Mais je pense que c'est un truc sur lequel tu peux quand même développer un business assez rapide, te lancer rapidement, facilement, tu vois, et convaincre à peu près tout le monde que ce que tu fais, c'est bien pour la société, quoi. C'est quoi la promesse de ça? Je veux dire, la promesse de vente, Ne d'achat. soyez pas largués. Ne soyez pas largués, avancez avec votre temps. Ne soyez pas, tu vois, les grands-parents qui comprennent rien, ou alors tu le joues côté professionnel, genre protégez-vous de l'arrivée de l'IA pour un cours de 100 balles par mois, tu vois. Tu vois, ça, c'est un truc que peut-être que moi que j'aimerais bien faire, tu vois, pour le coup. C'est proposer comme ça d'accompagner toutes les entreprises. Parce qu'il y a des plateformes, il y a une sorte de, j'aime pas ce terme, mais de Netflix professionnel pour faire en sorte que les salariés puissent se former en continu. Mais des trucs ultra nichés sur les technologies, tu vois. En mode, on forme vos salariés, tu vois, aux IA, on forme vos salariés au Web3, on forme vos salariés à telle ou telle grosse tendance qui arrive et là où il faut pas être largué. Et puis ça, tu peux toucher, enfin même tu peux toucher les employés de l'État, quoi. Surtout eux Ouais. d'ailleurs, surtout eux qui ont besoin d'être hyper à jour. Surtout, Mais, ouais. et je pense que pour le coup, c'est des énormes marchés, hein. Et tu vois, nous, on avait monté ce business-là sur donc une des boîtes de laquelle je suis au capital. On avait monté ce business-là pour les formations TikTok. Ça a Ouais. cartonné. Ça a cartonné. On vend à des grosses boîtes des formations TikTok pour que leur département com soit pas paumé. Mais, Et, mais ça, ouais, ouais, et pardon. les budgets formation, ils sont énormes. Ils sont énormes, et s'ils sont pas utilisés à la fin de l'année, ils sont stockés. Donc en fait, tu es obligé de les utiliser. Non, mais c'est génial ça, trop cool. Ouais. Et ça, on est d'accord que c'était des formations one shot, c'était pas des formations vidéo où vous avez Non, non, accès à une alors là, plateforme. pardon. Ouais, dans le cas présent, là, c'était des formations en présentiel et tout ça. Mais ça veut pas dire que le modèle est pas changeable, machin, hein. Là, oui, dans le cas présent, c'était en effet des formations présentielles. Bah écoute, dans le même créneau, il y a un budget lobbying qui est en train d'être énorme en ce moment. C'est les boîtes IA, ou les boîtes qui, en tout cas, qui ont des intérêts dans l'IA, qui sont en train d'essayer d'influencer de plus en plus les cercles de pouvoir. Et notamment, j'avais comme ça une data aux États-Unis où ça explose.
Vraiment, s'il y a bien un secteur qui sont en train d'essayer d'être influencés avec l'IA, c'est vraiment le côté les politiques, les politiciens américains. Il y a vraiment un énorme budget qui arrive là-dedans. Et je pense que va y avoir peut-être un besoin, une demande de formation neutre pour justement les personnes qui prennent des décisions, que ce soit des leaders enfin, que ce soit des CEO de boîtes, que ce soit enfin, surtout les politiciens aussi ou les personnes qui bossent dans des institutions. À mon avis, ils vont avoir besoin de think tanks, de cercles de pensée qui soient neutres dans le sujet, ou alors des formations intensives ou que sais-je, pour avoir toutes les datas en main pour derrière pouvoir prendre des décisions. Pour essayer je pense, de jouer une sorte de contre-pouvoir avec tout ce qu'ils peuvent entendre de la part d'acteurs qui ont des intérêts à défendre. Alors, je connais pas vraiment ce cercle, mais je pense que voilà, s'ils sont pas trop débiles, ils vont avoir besoin d'en savoir plus, et donc ils vont avoir besoin de personnes qui leur apportent cette information-là. Ouais. Là, entièrement d'accord avec toi. De toute façon, de manière générale, je pense que tous les business en ce moment liés à la formation, tu peux le prendre dans tous les sens que tu veux, que ce soit la formation des jeunes, des personnes âgées, des personnes au travail, des personnes en reconversion. Tu me retournes le truc dans tous les sens que tu veux. En ce moment, les business de formation, quand je dis formation, j'entends pas forcément formation en ligne, hein, mais de la formation en général, hein, même tu vois, même les écoles de commerce, tu vois, ne souffrent pas de la crise, ou très peu. Tu vois, enfin, le business de la formation est un truc hyper important parce que en ce moment, tout va tellement vite qu'on se rend compte que de toute façon, tu as besoin de formation continue. C'est plus possible autrement. Les gens ont tellement d'envie de reconversion et d'envie de liberté qu'ils sont prêts à se former sur plein de sujets, que ce soit de la formation pro, genre comment gagner de l'argent, ou de la formation comment monter votre potager, peu importe. Tu vois. Et je pense que, et de toute façon, tu vois, les infopreneurs au sens large du terme ont hyper bien compris, hyper bien saisi le truc. Beaucoup de startups de EdTech ont très bien compris le truc et ont très bien saisi le truc. Les écoles traditionnelles facturent à mort, donc ont depuis très longtemps très bien compris le truc. Et je pense que dans tous les cas, c'est un des méga trends de la décennie à venir. C'est que, qu'on le veuille ou non, après, tu vas peut-être avoir des regroupements, au bout d'un moment, les indépendants vont se faire manger par des plateformes plus grosses, des regroupements, des machins, des trucs comme ça, mais de manière générale, c'est un des méga trends, à mon avis, des 10 ans à venir, c'est tout ce qui tourne autour de la formation. Et l'IA ne fait que dupliquer le problème, décupler, je vais y arriver, ne fait que décupler le problème et le rendre encore plus pressant. Tu vois. Et tu crois pas que l'IA justement va venir apporter une solution à ça? Ça, Ah c'est si. mon questionnement. Je me dis, est-ce que finalement, est-ce que les formateurs et les boîtes de formation ont vraiment de l'avenir à une époque où toute l'information peut être récupérée grâce à l'IA à partir du moment où on s'est posé les bonnes questions? Alors attention, moi ce que je te dis, c'est que le business de la formation, de manière générale, est un méga trend et un méga marché, à mon avis. Ce que je sais pas te dire, c'est quelle va être sa forme. Sa forme, c'est est-ce que l'IA va permettre d'automatiser le truc? C'est possible. Est-ce que l'IA crée des problèmes qui te donnent envie d'être en face de quelqu'un? C'est possible aussi. Le play, il peut se passer dans les deux sens, si tu veux. C'est-à-dire que le marché, à mon avis, va avoir des attaques de différentes parties. Enfin, jusqu'à maintenant, le marché de la formation, c'était quoi? Tu avais l'État, qui en fait est le plus gros pourvoyeur de formation. Donc, la fac, l'école, tout ce bordel. Enfin, ok. Et tu avais les écoles privées, avec différents niveaux de privatisation, mais voilà, des écoles privées qui te font payer l'année, et en échange, elles te donnent une formation que théoriquement, et je dis bien théoriquement, parce qu'on sait toi et moi ce que ça veut dire, mais théoriquement, elles te donnent une formation qui était censée être de meilleure qualité. En gros, le deal, c'était ça, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Dans les années 2010, tu as eu cette vague de « on va se former en ligne », encore une fois, via deux méthodes, soit des plateformes genre edX, Coursera, machin, en gros, les facs digitalisent leurs cours et elles vous les proposent à pas cher, enfin, gratuitement et à pas cher avec un certificat, tu vois. Toute une partie, forme-toi sur YouTube, forme-toi sur Twitter et apprends des réseaux sociaux. En gros, prends la connaissance des autres, et voilà. Et toute une partie purement privée entreprise qui est je crée ma formation Google Ads et je la vends et ainsi de suite. Et je pense que du coup, il va y avoir des nouvelles attaques qui vont arriver. Quand je dis attaque, attaquer le marché, quoi. Et ces nouvelles attaques peuvent être par IA, en mode je te fais un agent prof,
cet agent prof, il comprend exactement comment toi tu apprends, comment toi tu es organisé, comment toi tu vis, comment toi machin. Et il devient ton prof, tu vois, quasiment en temps réel. Et plutôt que de passer des heures à lire un cours, apprendre le cours et essayer de faire tes trucs, bah, ça peut être du sort de learning by doing. En gros, tu fais tes trucs et tu as un prof au-dessus de ton épaule qui te dit bah mec, là t'as un peu déconné, là ça s'est pas passé bien parce que ta. Du coup, essaye d'aller voir telle ressource en ligne parce que voilà, enfin tu vois, il y a moyen de créer un agent formateur, formation, tu vois, SEO, SEA, j'en sais rien, tu vois, je te donne des grands trends, mais après la question c'est comment tu mets ça en place. Ça, je sais pas, mais je sais qu'à mon avis, c'est vraiment un méga trend, un méga trend. Ok, hyper intéressant. Voilà, juste pour clôturer ça, je pense que ce qui est hyper intéressant, c'est que il y a quand même une tendance qu'on peut voir, c'est quelle que soit la trend, tu vas toujours avoir l'opposé de la trend qui va aussi cartonner. Ouais. Et ça, vous prenez pour tout, ça marche. Vous prenez pour le téléphone, c'est la trend, les réseaux sociaux, c'est la trend. Bon, bah, il y a une grosse trend, c'est celle du OK, comment toutes les applications dont le but, c'est justement de nous éviter d'aller sur les réseaux. La trend bah oui, c'est encore une fois, c'est le côté les réseaux sociaux plus communication digitale, plus jeux vidéo. Avec de l'autre, ça va être tout ce qui va être les rencontres physiques, blabla. L'ultra IA avec l'ultra humain, etc., etc. Donc je pense qu'il y a plusieurs positionnements aussi qu'on peut avoir, c'est se dire, ok, est-ce qu'on surfe la traîne à fond, ou est-ce qu'on n'a pas un positionnement, on va se dire, en fait, on va aller à l'exact opposé, pour justement aller chercher les récalcitrants ou les personnes qui vont se dire, ok, trop c'est trop, il faut revenir au basique. Je pense qu'il y a deux positionnements, alors je pense que le plus gros marché, très certainement, bah, c'est les personnes qui suivent les traînes, mais il y a quand même un marché qui est hyper intéressant pour les personnes qui. Bah, regarde, dans un monde hyper dynamique où tout le monde va de l'avant, nouvelles tendances, etc., etc., moi, les applications mobiles sur la méditation, le calme, le fait d'être zen, bon, bah, ça cartonne. Calme, l'application Calme, c'est RLM, c'est valorisé, je crois, 3 milliards aux États-Unis. Enfin, c'est un truc de Ouais. dingue. T'as Calm, t'as Headspace, t'as Petit Bambou en France. Tu vois, les trois sont trois énormes réussites dans un monde qui, en théorie, vend l'inverse. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu prends le marché des anti-trends versus le marché du trend, t'as quand même un marché du trend qui gagne largement. Par contre, c'est sûr que tu sais, je voyais des mecs qui te. C'est en anglais, mais les mecs te disent toujours riches is in the niches. En gros, là où tu gagnes de l'argent, c'est dans les niches. Et en effet, si tu arrives à trouver une niche d'un anti-trend complet, mais que tu arrives à trouver 100 000 mecs qui sont prêts à te payer 1000 euros par mois, t'en as rien à foutre de savoir si tu es dans le trend ou pas. Du moment que tu as trouvé ton audience, que ton audience elle est prête à payer pour ce que tu apportes, mec, Ouais. c'est la base de l'entrepreneuriat. Hein. Tu comprends bien tes clients, tu leur vends un truc qu'ils veulent, ils sont contents de la solution en gros. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Enfin, tu vois, tu peux mettre derrière toutes les théories business que tu as envie de mettre, mais la réalité, elle est aussi simple que ça. Hein. Tu trouves des mecs qui ont besoin d'un truc, tu résous leurs problématiques et tu leur trouves une solution au bon prix et avec la bonne méthode, et puis roule. Hein. Enfin, tu vois, les gens se cassent la tête, mais Non, de ouf. Est-ce que je donne une dernière idée pour la route ou pas? allez, dernière pour la route. Un petit bonbon. Euh, c'est dans la niche du porn. En fait, c'est hyper intéressant de voir que IA porn explose. Mais à côté de ça, il y a aussi deux tendances qui explosent pas mal. C'est IA récit. Et il y a une tendance. Porn récit, pardon. Porn récit. Et il y a une tendance qui marche hyper bien. Je t'invite à taper sur Google Trends. C'est. Est-ce que tu peux diminuer le. Ouais, Merci. C'est une tendance là qui marche hyper bien. C'est porn ASMR. ok. Alors, porn ASMR, ça explose. Tu vois. Et donc, on peut très bien imaginer, parce que moi j'ai des bonnes connaissances qui ont des plateformes de chat avec des meufs IA qui n'existent pas, des types qui se font vraiment des couilles en or, hein, des milliers d'euros par jour. Je crois qu'ils visaient 7000 euros par jour la dernière fois. Donc, on peut très bien imaginer une plateforme donc reliée que ce soit à OnlyFans ou que sais-je, avec une voix générée de manière purement artificielle, qui récite un récit ou alors qui fasse de la SMR version pornographique, tu vois. Et donc on pourrait avoir très bien des stratégies marketing qui cartonnent généralement sur TikTok, c'est des petits trucs un peu putaclic avec une petite vidéo où on entend une voix de femme qui fait de la SMR un peu sexy, et ensuite qui redirige vers justement le contenu. Ok, quotidiennement vous avez une vidéo de 10 minutes où vous avez une meuf avec une voix de femme qui vous fait quelque chose, un texte ASMR de cette manière-là, tu vois.
Voilà, mec, c'est sûr, il n'y a pas trop à réfléchir, hein. Pour être franc avec toi, j'avais pas tapé ce truc-là, donc j'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que tu peux prendre tous les chiffres historiques du web. À chaque fois, c'est la niche qui a leur rapporté le plus d'argent. Et c'est la niche qui a amené le plus de trafic. Alors évidemment, je t'enlève les méga trucs genre Google et Facebook si tu veux, mais une fois que tu as viré peut-être le top 2 ou 3 des sites, bah, c'est ça qui l'emporte parce que nature humaine veut. Et donc, je pense que là-dedans, encore plus que dans d'autres trucs, on reboucle avec notre point numéro un. Mais dans ce style-là, encore plus que dans les autres, l'ultra personnalisation ne peut que cartonner. Avec, imagine justement, bah ouais, tu viens de le dire. Avec, bah ça c'est une super idée, ouais. De l'ultra personnalisation avec ce type Mec, de contenu, ouais. pour des Bon raisons bah, éthiques, je le ferai pas. Mais si un de tes auditeurs veut prendre le truc et qu'il a envie de faire du fric, c'est mais sûr et certain, je mets ma main à couper que le mec qui fait ça, il se goinfre. Et ton pote, je savais même pas que ça existait si tu veux, mais ton pote, ce qu'il fait, c'est certain que ça cartonne. C'est ah si certain. si, il y en a plein qui le font ça. Il y en a C'est plein certain plein que ça qui le font. cartonne. Enfin, ça n'a pas de sens autrement. Tu peux faire, en gros, tes potentialités sont illimitées. Donc, n'importe quel mec, même avec les idées les plus cheloues du monde, peut trouver ce qu'il a envie sans qu'il y ait besoin qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté de la planète qui fasse le truc en question. Donc si tu veux, le potentiel de croissance, il est énorme. C'est sûr, c'est certain. C'est certain. Ouais, ouais, c'est certain que ça cartonne. Enfin, ouais, je mets ma main à couper, quoi. Sur celui-là aussi, j'y vais, enfin, tu vois, tu mets de l'argent tranquille. Bon bah bien cool, je te dérange pas plus que ça. Merci encore et puis ouais, à Merci la à toi, prochaine. mec. Écoute, c'était très cool. On peut se faire une V2 quand tu veux.